Alors, on va poursuivre avec la prochaine thématique qui est en charge des systèmes bancaires, éducation, santé, infrastructure, les défis du continent africain, avec Monsieur Junior Mbouyi, CEO de JPG Consulting Partners. Bonjour à tous. Donc pour moi, c'est le premier Let's Talk About Best Business. Donc je remercie Alain, Olivier, Sheila pour l'invitation, aussi tous les participants qui sont là aujourd'hui. Donc la thématique que je vais aborder avec vous sont les thématiques qui sont très importantes pour le continent. Donc tout ce qui est santé, système bancaire, éducation et infrastructure. Alors, pour me présenter un petit peu à vous. Donc moi je suis Junior Mbouyi, donc je suis CEO du groupe JPG Consulting Partners, qui est une société de conseil stratégique spécialisée dans le secteur de la finance. Donc j'accompagne depuis une vingtaine d'années les banques et les institutions financières sur les problématiques réglementaires, à la fois sur les aspects méthodologiques, quantitatifs, et sur toutes les problématiques liées au risque management de manière globale. Donc je suis également membre du CAVI, ici en Belgique, qui est le Centre africain de veille et d'intelligence économique. Et donc je viens de... il y a un livre en fait, que je viens d'écrire qui est paru donc, le 6 octobre dernier, qui traite en fait, de la RDC comme étant une potentielle superpuissance africaine. Alors, pour vous parler des thématiques qu'on a abordées, il faut essayer de mettre en avant pourquoi ces secteurs, donc la santé, l'éducation et les infrastructures, sont très importantes pour le continent. Un point important, l'Afrique aujourd'hui a une population d'1,3 milliard d'habitants. D'ici 25 ans, cette population va croître à 2 milliards d'habitants. Donc on va avoir vraiment un boom démographique très important qu'il faut anticiper. Donc si on a des infrastructures qui ne sont pas adaptées, ça va être un problème. Et quand on regarde l'échelle, on voit que cette population, plus de la moitié, aura moins de 25 ans. Donc on a une population qui est jeune et qui est dynamique. L'autre atout qu'il faut regarder, c'est l'espace du continent africain. Quand on regarde, on voit que l'Afrique a une superficie de 30 millions de kilomètres carrés environ. Et si vous prenez les États-Unis, ou la Chine par exemple, vous allez voir que les États-Unis ont une superficie de 9,8, la Chine 9,5, et même les deux réunis, en fait, ne font pas l'espace total africain. Donc aujourd'hui, on peut dire que le continent africain est sous-peuplé. Mais dans 25 ans, on va rattraper ce retard et on va être la première population mondiale devant la Chine et devant l'Inde. Autre thématique, les ressources naturelles et la biodiversité. Donc l'Afrique, comme on le sait, on ne va pas refaire la genèse des ressources naturelles qu'on a, mais l'Afrique est le deuxième poumon vert mondial derrière l'Amazonie. Une étude a été faite récemment sur 14 minerais stratégiques. L'Afrique est première productrice mondiale et aussi première position au niveau de la production. On a un potentiel agricole qui est important, donc le secteur agricole est un secteur qu'il faut développer de manière importante. Il y a un réseau hydraulique qui est important et là on va voir effectivement des opportunités aussi bien que comme l'agriculture sur du business avec un tas de projets électriques qui peuvent être lancés également pour l'agriculture. Et quand on voit ce constat, qu'est-ce qu'on doit se dire? Le continent, il faut anticiper l'évolution démographique qu'on a abordée et éduquer cette population, parce qu'on va avoir une population jeune essentiellement. Il faut construire aussi des infrastructures qui vont permettre de faciliter, de développer de manière économiquement les États, mais aussi de créer, ce qu'on disait tout à l'heure, une communication au sein même de l'espace africain. C'est-à-dire qu'on ait des infrastructures capables de pouvoir véhiculer, transporter des marchandises au sein de la zone. Et aujourd'hui, c'est un peu difficile dans certains pays, notamment moi qui suis originaire de la RDC, on a ce manque d'infrastructures qui est criant. Il faut aussi donc améliorer les infrastructures numériques, notamment pour le secteur bancaire. Pourquoi? Parce que comme on a des taux de bancarisation dans certains pays qui ne sont pas encore assez importants, donc le fait de développer les infrastructures numériques, de digitaliser, va nous permettre d'aller toucher même les villages, les sites ruraux les plus reculés, avec le e-banking. Et puis favoriser l'investissement et accompagner l'investissement en donnant les moyens aux États de construire un système de santé. Pourquoi? Parce que plus on va avoir de l'investissement, plus les États vont avoir des recettes fiscales et plus, grâce à ça, ils vont pouvoir allouer ces recettes à l'éducation, à la santé et à des postes stratégiques. Alors, les défis majeurs du continent, liés justement à ces thématiques. On a, moi j'appelle ça un petit peu ce cercle vertueux, où on a effectivement les thématiques de la santé, l'offre,
les infrastructures, l'identité, l'identification des personnes, la bancarisation et aussi les difficultés économiques et sociales qu'on a. On va prendre le cas de l'instabilité régionale. Aujourd'hui, en Afrique, de par la crise mondiale qu'il y a en Ukraine et le conflit russo-ukrainien, on est énormément dépendant du secteur agricole. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le fait qu'on a ce secteur agricole qui se conflit en Ukraine a impacté le coût des matières premières agricoles. Donc le fait que ce coût de matières premières agricoles a augmenté fait que les prix sont devenus chers et du coup ça impacte notamment tout ce qui est alimentation pour les populations. Donc comme je le disais tout à l'heure sur la partie infrastructure à développer, ce point est important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'investissements ou beaucoup de fonds publics qui ont été alloués dans certains pays pour favoriser les investissements. Et il y a une transparence de la vie publique qui n'est pas assez correcte, puisque dans certains pays, beaucoup de fraudes ont eu lieu, beaucoup de corruption qui font que certains projets ont été lancés mais n'ont jamais été réalisés. Donc tous ces éléments font que l'Afrique est freinée dans son essor et dans son développement au niveau de ses infrastructures. On a aussi une problématique de système centralisé d'identification des personnes qui est un peu difficile, parce que certains États ont du mal aujourd'hui à recenser les populations, donc il est difficile d'avoir un système unique et centralisé qui puisse être à même de collecter les informations et de recenser les populations. Donc c'était aussi une barrière. On a l'importance du secteur informel qui est important, puisqu'on a aujourd'hui un taux de bancarisation qui n'est pas, même s'il a progressé ces 10 dernières années, ce taux de bancarisation est encore un peu faible. Et du coup, on a un secteur informel qui est important et beaucoup de transactions aujourd'hui sont réalisées dans des circuits hors bancaires. Donc, je parlais tout à l'heure de la hausse du prix des matières premières à cause notamment du conflit en Ukraine. Et donc, cette hausse impacte notamment le cours des produits comme le maïs qui servent notamment à nourrir les élevages. Donc, comme cela a augmenté, ça menace quelque part la sécurité alimentaire des pays. Et pour finir, un point important qui est la santé. Aujourd'hui, il y a une disparité d'accès aux soins, parce que la couverture vaccinale notamment n'est pas complète dans tous les pays, et l'accès aux soins pour tout le monde n'est pas égalitaire. On est très limité là-dessus. Donc il y a un vrai défi au niveau de la santé pour que toutes les populations puissent avoir un accès aux soins de santé à travers le continent. Alors pour parler du système bancaire. Le système bancaire, aujourd'hui en Afrique, on a un système bancaire qui évolue dans une certaine mesure, où la plupart des établissements qui sont en Afrique sont essentiellement des banques de dépôt. Donc on a très peu de banques d'investissement basées en Afrique et aussi très peu d'accès au marché des capitaux. Donc tout ça, ce sont des éléments qui freinent aujourd'hui le développement du continent sur ce niveau-là, puisque l'accès au crédit est aujourd'hui un peu limité. On a certains pays où, lorsqu'on veut emprunter des fonds, on a des taux qui sont exorbitants et ça freine. Et on sait que pour avoir de la croissance et relancer l'activité économique, il faut injecter du crédit dans l'économie. Si vous n'injectez pas du crédit, vous n'avez pas de croissance. Donc le fait d'avoir cette limitation de crédit dans l'économie bloque et freine le développement. On a également un point important qui est l'inclusion financière. Aujourd'hui en Afrique, cette inclusion est en augmentation, même si elle demeure faible si on la compare aux pays européens. Donc il faut renforcer en fait l'intégration financière pour aider les pays justement à se développer. Autre élément qu'on peut signaler, c'est qu'il y a eu une évolution des marchés, du marché action, qui sert notamment à appuyer la croissance. Et cette évolution, si elle est bien réalisée, elle va pouvoir bénéficier aux populations dans la mesure où elles vont investir dans ces marchés actions. Ça va générer effectivement des dépôts auprès des établissements bancaires et les établissements bancaires vont pouvoir allouer justement ces fonds dans de l'emprunt et dans du crédit. Et un point important, on est dans un contexte où aujourd'hui le monde aujourd'hui est globalisé, on a des crises qui se répandent assez rapidement, qui peuvent partir d'un pays A et se propager à un pays B. Il faut que les pays africains se dotent aussi d'organes de régulation et de contrôle qui va leur permettre d'anticiper ce qu'on appelle tout ce qui est crise systémique. Si vous prenez l'exemple qu'il y a eu il y a quelques années avec la crise des subprimes aux États-Unis, la crise est partie de là-bas, la dépendance et la connexion entre les différents marchés ont fait que les pays européens et les autres pays du monde ont été touchés. Donc, si on veut faire évoluer notre système bancaire et le service bancaire, il faut prendre en compte ces aspects-là, il faut aider, il faut apporter
de soutien aux banques pour qu'elles puissent adopter les standards internationaux. Bien sûr, ces standards internationaux devront être calibrés aux caractéristiques du marché africain. Alors là, on fait une petite rétrospective sur l'évolution du secteur bancaire, notamment au niveau des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Et qu'est-ce qu'on observe? On voit qu'il y a, sur les 10 dernières années, une augmentation de la bancarisation. Hein, puisqu'au départ, on avait un taux qui était à peu près de 1 à 2 personnes sur 10 qui étaient bancarisées. Aujourd'hui, on est à peu près à 4 personnes sur 10. Et donc, sur 10 ans, ça a augmenté. Pourquoi? Parce que certains pays ont, malgré tout, développé des infrastructures numériques qui font qu'on a bancarisé un maximum. Donc, du coup, les gens ont pu avoir accès au système bancaire à travers le mobile, ce qui a facilité notamment beaucoup d'échanges. Et quand on regarde, en fait, si on regarde sur les 10 dernières années, il y a un taux de détention de comptes qui est assez faible pour les adultes et notamment pour les femmes, entre 2014 et 2021. Et depuis que certains États ont décidé d'opter pour le numérique, notamment tout ce qui est service de l'État administratif, donc il y a eu une augmentation de 30% des salariés du secteur privé qui sont bancarisés. Pourquoi? Parce que les paiements des salaires se font à travers les échanges bancaires. Un élément important, depuis la crise du Covid-19, les gens ont été un petit peu, on va dire, sont restés un petit peu dans leur ville. Et donc, il y a eu une adoption massive des paiements par e-banking. Donc, du coup, les gens ont eu recours énormément à la banque à distance grâce justement au téléphone. Et donc l'adoption du numérique est un point important pour les services publics, puisque grâce à ça, ça permet justement à ce que la plupart des gens qui travaillent pour le secteur public aient accès au numérique, aient accès au paiement de leur salaire via les interfaces de paiement numériques. Ça a été notamment le cas où un pays qu'on peut prendre un exemple, hein, qui est la Côte d'Ivoire, qui a un taux d'utilisation de l'e-banking assez important par rapport aux autres pays africains. On va passer à l'éducation. Alors l'éducation est un thème qui est majeur pour l'Afrique, puisque si demain l'Afrique veut jouer un rôle important dans l'échiquier mondial, elle doit être capable de pouvoir éduquer sa population. Et on a aujourd'hui des disparités globalement en Afrique sur l'éducation. Pourquoi? Parce que l'accès à l'éducation est limité et n'est pas égalitaire pour tous en Afrique. Des problématiques diverses et variées, hein, le coût d'accès à l'éducation, les routes, comme on parlait tout à l'heure, les infrastructures ne sont pas forcément adaptées pour conduire les populations à aller à l'école. On a aussi la problématique de la qualité de l'éducation. Quand vous avez un secteur tel que l'éducation où les professeurs ne sont pas forcément bien rémunérés, ça ne les incite pas forcément à bien former les gens. Problématique aussi de formation. Hein, on a des professeurs on a en Afrique aujourd'hui certains pays où il y a une vraie difficulté dans la formation de nos enseignants. Et tout ça contribue à ce qu'on ait un niveau d'enseignement qui diminue. Ensuite, on a, dans certains cas, la problématique de barrières linguistiques. Certains pays ont une diversité large et variée. Donc, du coup, l'enseignement dans une langue unique est assez difficile. Donc, ce qu'on préconise là-dessus, c'est de promouvoir plutôt l'enseignement dans les langues maternelles pour justement qu'un maximum d'enfants aient accès à l'éducation. Un thème important, c'est la discrimination du genre. C'est-à-dire qu'on voit qu'en Afrique, aujourd'hui, on a un niveau inégalitaire d'instruction entre les hommes et les femmes. Les jeunes filles ont encore aujourd'hui moins accès à l'éducation que les hommes. Donc, il faut promouvoir l'éducation des femmes et des jeunes filles par les gouvernements pour justement avoir un cadre égalitaire de formation. Puisque pour avoir une grande nation, comme je le disais, l'éducation est un socle fondamental et il faut aussi bien les hommes que les femmes aient un accès à l'éducation. Ensuite, on a une problématique de coût, les moyens. Donc pour certaines familles, dans certains pays, l'éducation est chère. Donc ce qui fait que certains enfants, très vite, arrêtent l'école, arrêtent d'être scolarisés et vont se mettre à travailler pour justement subvenir aux besoins de leur famille. Donc, c'est un point qui est important. Il faut en fait encourager à ce que les élèves, les enfants, aillent à l'école le plus longtemps possible.
Il faut encourager les programmes de développement, notamment comme c'est fait en Allemagne ou au Canada, où on adapte effectivement l'éducation des élèves en fonction des besoins des gouvernements avec de la formation. Et donc, ce qu'on dit en conclusion, c'est que le continent doit former ses élites, mais elle doit aussi favoriser le retour des diasporas, et afin de garantir un marché de l'emploi qui soit prospère pour tous, par de l'investissement, parce que plus vous allez avoir de l'investissement dans un pays, plus les gouvernements vont avoir des recettes, et ces recettes, ils vont pouvoir les allouer justement à l'éducation. Donc il faut aussi développer ce qu'on appelle les PPP, donc les partenariats publics-privés, qui sont également une source de revenus pour les gouvernements, dans les secteurs où ils sont défaillants, et favoriser et développer tout ce qui est investissement direct étranger. Donc, c'est-à-dire les entreprises étrangères qui viennent investir dans un pays et qui vont contribuer aux recettes fiscales des gouvernements et aussi former et donner de l'emploi. Secteur de la santé, qui est un poste majeur et indispensable. Donc là, on retrouve effectivement les mêmes thématiques, hein. Donc, problématique de financement, la santé avec le numérique, parce qu'il faut numériser un maximum, il faut digitaliser. On a pas mal de problématiques liées justement au coût de la santé qui sont présents en Afrique. Et donc du coup, les gouvernements doivent investir massivement dans la santé pour créer un cadre où tout le monde aura accès aux soins. Et donc ce qu'on dit, c'est que le continent n'a pas achevé sa transition épidémiologique. Elle doit relever un double défi, donc à la fois éradiquer les maladies qui sont, on va dire, endémiques, hein, telles que le sida et le palu, par exemple, et tuberculose, mais aussi il faut qu'elle s'apprête, qu'elle doit anticiper et faire face si on a des crises telles qu'on a eues avec le Covid. Donc elle doit avoir toutes les infras nécessaires permettant d'anticiper des réactions ou des crises endémiques. Alors sur les infras. Les infrastructures est un point qui est très stratégique pour le continent, mais qui est aussi générateur de beaucoup de business, puisqu'on voit qu'on a beaucoup de secteurs qui sont concernés, tels que l'eau, l'électricité, les routes, les partenariats publics-privés, comme j'abordais tout à l'heure. Et pour tout ça, en fait, il faut qu'il y ait des solutions de financement que l'Afrique doit mettre en place. Et ces projets sont nombreux, mais sont aussi générateurs de business. Donc, on parlait tout à l'heure avec M. Zézé de fonds d'investissement. Moi, je vois bien des fonds d'investissement africains dédiés qui pourraient justement financer des projets d'infrastructure, tels que les routes et les constructions d'hôpitaux. Et d'ailleurs, la BAD disait justement qu'elle avait investi il y a quelques temps 44 milliards de dollars alloués aux projets d'infrastructure en Afrique. Donc c'est un poste qui est très important, très stratégique, car sans infrastructure, on ne peut pas développer économiquement les villes et les pays entre eux. Bon, là, je vais passer rapidement. Pour pouvoir développer tous ces types de projets, ce qu'il manque aujourd'hui sur le continent, c'est la présence en fait de banques de financement et d'investissement, où on va avoir une expertise sectorielle. Pourquoi? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, le coût du crédit est assez élevé sur le continent. Pourquoi ce coût du crédit est assez élevé? C'est parce que les banques n'ont pas assez le recul de connaître les secteurs d'activité. Donc du coup, ne connaissant pas ces secteurs d'activité, le coût du risque devient très cher. Et donc pour connaître le coût du risque, plus on va avoir des experts sectoriels qui vont connaître les secteurs d'activité, elles vont pouvoir mesurer et quantifier le risque. Et ça va permettre en fait de pouvoir allouer plus de crédit. Pourquoi? Parce que plus vous avez de la connaissance d'un secteur et plus nos banques vont adopter des standards internationaux avec des gages de solvabilité, de liquidité, de fonds propres nécessaires, ça va leur permettre d'octroyer plus facilement du crédit. Je vais passer rapidement parce que j'ai plus beaucoup de temps. Donc il y a différentes techniques de financement. Voilà. Donc il y a un point sur lequel je voulais revenir également par rapport aux infrastructures, c'est le rôle de la diaspora, que pourrait avoir la diaspora dans la construction du continent africain. Comme vous le voyez là aujourd'hui, il y a énormément d'argent envoyé par les diasporas sur le continent. Donc on voit des pays comme le Nigeria qui envoient près de 18 milliards par an. Le Sénégal, 2,6 milliards. Et tous ces fonds en fait qui sont investis dans qui sont envoyés à l'étranger, si elles passaient par des banques à la fois nationales, permettraient à ces banques de pouvoir allouer ces fonds sur les projets d'infra et du coup pouvoir octroyer aussi du crédit aux PME locales et ce qui permettrait de pouvoir faire vivre tout cet écosystème financier.
Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le rôle de la diaspora. Les fonds qui sont adressés sont juste colossaux. On voit l'évolution sur ces dernières années, une augmentation très, très nette. Et donc ces fonds ont un impact social, comme le disait M. Zézé. Pourquoi? Parce qu'elles soutiennent les familles, mais aussi quand ces fonds servent à la création d'entreprises locales, ça fait marcher la machine économique et l'écosystème économique local. Et je voulais partager avec vous cette cartographie mondiale qui dresse en fait le positionnement des diasporas à travers le monde. C'est-à-dire des personnes qui sont nées à l'étranger mais qui vivent dans un pays. Et quand vous regardez cette cartographie, on se rend compte que dans les pays qui sont aujourd'hui les premières puissances économiques mondiales, sont les pays où il y a le plus de diaspora. Les États-Unis, le Canada, la Suisse, en Europe notamment, qui est essentiellement un pays où la population est essentiellement composée pour grande partie d'étrangers. On prend aussi le Golfe avec l'Arabie Saoudite, qui emploie beaucoup de main-d'œuvre venue de l'extérieur. Donc on voit qu'effectivement, les rôles du diaspora sont importants et on le ressent dans le poids économique mondial. Donc plus on a de la diaspora implantée dans un pays, plus ces pays sont puissants. Et je finirai par cet exemple-là, qui est une cartographie socio-économique des diasporas mondiales. Et on voit que l'Inde et la Chine arrivent dans le top 3 des diasporas qui envoient de l'argent dans leur pays. Et si on regarde bien, ça coïncide avec le fait qu'on a depuis maintenant plus de 20 ans l'Inde et la Chine qui sont omniprésents sur le continent. Ce qui veut dire qu'ils viennent travailler sur le continent, mais beaucoup de fonds retournent dans leur pays d'origine. Et on voit que ces pays se développent énormément. On a des Silicon Valley, par exemple, en Inde. On a la Chine qui est bien industrialisée. Donc c'est pour ça que le rôle du diaspora est important et qu'il ne faut pas négliger, il y a un rôle à jouer. Voilà, je m'arrêterai là. Merci.